Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. Pendant une heure, comme chaque mois, on va essayer de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi ce soir, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Alexis Bragard et Raphaël Bardena. Et au programme ce soir, nous recevons chaque mois un observateur politique de notre séquence l'Observatoire de l'actu. Et ce soir, notre observateur de l'actualité est le journaliste politique Jean-Michel Apathy. Nous lui demanderons notamment ce qu'il a retenu dans l'actualité politique de ce mois et qui est au top et qui mérite un flop. Et comme chaque mois, vous avez droit à 2 salves de Face à la bande. Notre premier invité à 20h07 est le sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, Philippe Mouillet. Avec lui, nous aborderons bien évidemment la polémique déclenchée hier par le député Rassemblement National Grégoire de Fournas. Et à 20h27, c'est le député PCF Pierre Dharréville qui sera avec nous. Avec lui, nous aborderons notamment les nombreuses motions de censure déposées par la TNUPS dont il fait partie et bien évidemment la polémique à l'Assemblée nationale. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités. Posez-leur des questions puisque ce soir, vous le savez désormais, vous êtes le 6e membre de la bande. Et si vous nous écoutez en radio, sachez que nous sommes aussi en télé et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction et on est en direct évidemment. 20h l'invité, votre rendez-vous politique. Et avant de commencer, c'est l'agenda politique d'Alexis Bragard. L'agenda politique. Tous les mois, la rédaction d'MRG vous indique les séquences politiques fortes à retenir. Et ce mois-ci, Alexis Bragard, bonsoir. Bonsoir Benjamin. C'est vous qui vous en chargez. Et on commence avec un moment fort historique pour le Rassemblement National, puisqu'il élira demain son nouveau président. Les 40 000 militants du parti avaient jusqu'à hier pour voter. C'est la première fois depuis sa fondation en 72 que le RN ne sera pas dirigé par un Le Pen. La succession de Marine Le Pen se jouera entre Louis Alliot, le maire de Perpignan, et Jordan Bardella, le président par intérim du parti. Dans les sondages, c'est Jordan Bardella le grand favori. Marine Le Pen se refuse d'apporter un soutien public à l'un ou l'autre des candidats, prétextant qu'ils sont sur la même longueur d'onde qu'elle. Le gagnant du scrutin sera annoncé demain matin, juste avant le lancement du 18e congrès du parti. Mardi, Emmanuel Macron reçoit les patrons des entreprises les plus polluantes. Ils sont une 50aine d'industriels français sur la liste des invités, le groupe Total Énergie, le géant des matériaux Saint-Gobain ou le cimentier Lafarge. Le leader du gaz Air Liquide et le chimiste Solvay seront également de la partie. Emmanuel Macron souhaite les inciter à réduire leur empreinte carbone en créant des filières plus vertes et ce rapidement. Le secteur de l'hydrogène est l'une des pistes qui sera évoquée par l'Elysée. Les discussions devraient aussi porter sur la hausse du prix du carbone. Pour éviter les délocalisations de cette 50aine d'industriels qui représentent à eux seuls près de 30 000 emplois, Emmanuel Macron devrait annoncer le soutien de l'État alors que la Commission européenne doit durcir les règles du marché européen en la matière. Et pour terminer, après les grèves du 19 et 27 octobre, la CGT a déposé un nouveau préavis pour le 10 novembre. Les principales revendications sont l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation et la réévaluation du point d'indice des fonctionnaires. Pour l'instant, seule la CGT y participe. Elle pourrait être rejointe par les syndicats Solidaires et FSU. Par ailleurs, les transports parisiens pourraient être touchés puisqu'un préavis de grève a été déposé à la RATP. Merci Alexis, tous les rendez-vous sont notés. Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. 20h08 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le journaliste politique Jean-Michel Apathy est notre invité. Il est l'observateur de l'actu. Vous connaîtrez ce qu'il retient de l'actualité du mois. Avant ça, il est grand temps de retrouver notre première invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Philippe Mouillet, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. C'est votre 2e mandat puisque vous êtes élu depuis 2014 et vous avez été réélu en 2020. Et pour cette première partie de Face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud. Philippe Mouillet, 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale pour le RN Grégoire de Fournas, la condamnation la plus haute prévue par la Constitution. Vous êtes surpris de voir que le Rassemblement national continue de soutenir son député ? Oui, je considère que c'est une posture politique. Ils veulent être dans un soutien sans faille. Mais en parallèle, moi, je suis plutôt satisfait de la démarche, puisque on a pu avoir à la fois le compte-rendu analytique de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et la réaction est normale de faire en sorte qu'on puisse sanctionner ce type de comportement.
Voilà, donc quelque part, on retrouve un Rassemblement national très proche de l'image que nous avions et donc soutenant une prise de position qui est clairement positionnée comme étant raciste. Selon vous, Philippe Mouillet, Marine Le Pen et donc tous les autres élus du Rassemblement national à l'Assemblée cautionnent ce genre de discours? Non, je dis pas qu'ils cautionnent ce genre de discours. Je dis simplement qu'au regard de l'attitude d'un des leurs, eh bien, ils ont joué sur les mots et donc ils sont dans une posture d'être solidaires entre membres du même groupe. Voilà, donc c'est une posture que je regrette. Voilà, donc c'est la situation que l'on vit. Pour vous, donc, c'est ce qu'on a entendu à l'Assemblée, ce que vous avez entendu dans les enregistrements, c'est quelque chose de clairement raciste. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Ce que vous avez entendu sur l'incident, pour vous, c'est clairement raciste. Donc, ils font effet de groupe pour protéger un de leurs collègues qui a fait une déclaration raciste. Oui, pour moi, la traduction, c'est clairement des propos racistes. Alors, il y a un peu d'ambiguïté par rapport à la définition, est-ce qu'on parlait du bateau ou du député concerné. Mais voilà, mais pour moi, clairement, aujourd'hui, ce sont des propos qui ne peuvent être tenus dans une assemblée. Enfin, clairement, nous sommes dans la représentation républicaine et donc il y a de la rigueur qui doit être tenue. Et donc, moi, je salue aujourd'hui l'initiative, le résultat de la sanction de l'Assemblée nationale. De la rigueur, c'est ce que vous dites, Philippe Mouillet. Justement, 15 jours d'exclusion, c'est la sanction la plus sévère qui est prévue par la Constitution. Est-ce que c'est suffisant, cependant, Philippe Mouillet? Est-ce qu'on devrait pouvoir aller plus loin? Je pense que déjà, c'est un fait relativement rare. Donc déjà, le fait qu'il y ait une réaction avec la sanction, qui est, comme vous l'avez dit, qui est la plus forte, la plus importante, ça marque déjà la situation. Voilà, je crois qu'il faut prendre acte des faits. On utilise le règlement que l'on a. Je n'irai pas plus loin. Et je crois que c'était important que l'Assemblée nationale marque cette situation et dise plus jamais ça dans ses murs. On fait avec la constitution qu'on a, vous dites, très bien. On est d'ailleurs à notre 4e 49.3 pour rester à l'Assemblée nationale en quelques semaines seulement. En tant que sénateur, Philippe Mouillet, vous n'avez pas un peu l'impression d'être un peu inutile en ce moment? Alors, il y a deux choses. D'abord, le 49.3, clairement, le gouvernement n'a pas le choix. On voit bien qu'avec cette majorité relative, ils n'ont pas de capacité à pouvoir passer les textes sans difficulté. Donc, c'est un outil qu'ils utilisent. Donc, on n'est pas surpris de la méthode aujourd'hui. Alors, on regrette forcément parce que c'est un manque de débat démocratique, même si d'autres gouvernements l'ont utilisé. Par contre, en parallèle, ça veut dire que le débat, il a lieu au Sénat. C'est au Sénat où là, il n'y a pas de 49.3, que l'on peut discuter, que l'on peut négocier, que l'on peut combattre des points avec le gouvernement. Et donc, ça devient un espace aujourd'hui qui redonne quelque part des valeurs au débat démocratique. Voilà, donc Philippe Mouillet, qu'est-ce qu'il y a de démocratique lorsqu'il y a débat, mais au final, le gouvernement décide seul, de manière singulière, que non, on n'écoutera pas les directives, les remarques, les amendements de l'Assemblée et du Sénat, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour le Sénat, l'expérience nous montre que généralement, avec un 49.3, plus de 50% des amendements du Sénat restent dans le texte. Voilà, parce que c'est le seul espace de dialogue, de débat. Donc je pense qu'il faut relativiser l'impact pour le Sénat, mais clairement, on voit bien que c'est un outil qui limite l'expression démocratique, puisque le gouvernement impose, en tout cas, ses grands choix politiques. Vous dites justement, Philippe Mouillet, qu'il n'a pas le choix, mais est-ce que justement les Républicains ne devraient pas un peu plus s'insurger? Ce sont les seuls, en tout cas dans l'opposition, qui n'ont pas voté les motions de censure. On en est à la 4e qui échoue. Donc, est-ce que les Républicains ont raison de ne pas s'opposer, en gros faire le jeu du gouvernement? Alors, on fait le jeu du gouvernement ou on fait plutôt le jeu de la France? Il y a deux attitudes. Soit on considère que l'on suit les motions de censure et on sait qu'on fait tomber le gouvernement. Et qu'on retourne aux élections dans un contexte national extrêmement tendu. On le voit tous les jours sur le plan économique, que ce soit le plan également en matière de sécurité. Donc aujourd'hui, nous considérons que l'intérêt de la France, c'est de pouvoir plutôt peser, de faire en sorte qu'un certain nombre, projet par projet, dossier par dossier, de nos idées puissent être portées dans les textes et non pas de faire tomber le gouvernement qui nous donnerait dans une crise politique sans précédent en France. Voilà, donc c'est plutôt un choix à la fois politique, mais c'est un choix où on montre notre différence, mais en même temps notre responsabilité vis-à-vis de la France. Philippe Mouillet, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est pour la France? Est-ce que c'est pas juste aussi un certain calcul politique? On sait qu'avec le 49.3, les politiques du gouvernement vont être abouties. C'est un peu une manière de bien se faire voir de la majorité pour essayer de faire passer au moins quelques-unes de vos idées. C'est ce que vous voulez aujourd'hui des Républicains? Moi, j'inverserai le système. Le 49.3 va concerner uniquement le budget. Il y a tous les autres textes.
Et la Constitution limite le nombre d'usages du 49.3. Donc ça veut dire que dans les autres dossiers, dans un certain nombre de dossiers, on a des textes qui vont venir sur l'immigration. Ça veut dire que sur ces textes-là, le gouvernement n'aura pas d'autre solution que de négocier avec nous et que nous puissions imposer un certain nombre de nos idées dans les textes. Donc c'est plutôt un outil pour lequel nous avons, nous, la capacité réelle, les Républicains, de peser. On ne gouverne pas tous les textes par le 49.3. Rappelons les éléments de la Constitution, c'est limité, le nombre est limité. Certes pour le budget, mais ça reste un acte politique important, mais ça reste que le budget. Tous les autres textes de loi devront nécessiter une négociation avec les Républicains. Donc aujourd'hui, Philippe Mouiller, le plan pour vous avec les Républicains, c'est vraiment donc de bien se faire voir de la majorité. Est-ce qu'on peut vraiment dire que vous êtes dans l'opposition du coup ? Certains disent voilà, aujourd'hui les Républicains ils font le jeu de la majorité. Comment est-ce qu'on empêche les Républicains de devenir juste Renaissance bis ? Alors, simplement, moi, j'aime pas du tout le terme de bien se voir. On n'a pas besoin de bien se faire voir de la majorité. Nous sommes dans un rapport de force parce que nous sommes clairement dans l'opposition. Moi, je suis en train de négocier un certain nombre de sujets en ce moment sur le projet de loi de finances et sécurité sociale. On n'est pas dans une volonté de bien se faire voir. On est vraiment dans un rapport de force dans lequel, eh bien, c'est donnant-donnant, c'est une négociation. En parallèle, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, c'est un débat. Donc aujourd'hui, Philippe Mouiller, pour vous, c'est ça, c'est les Républicains, ce sont les faiseurs de roi. C'est la phrase qu'on entend souvent. Une crise politique fondamentale en France, dans une période où nous n'en avons pas besoin. On a une crise qui arrive économique qui est fondamentale pour 2023. La situation du moment n'est pas celle-là. C'est pas de bien se faire voir, c'est surtout de faire en sorte qu'en responsabilité, un certain nombre de nos principes, un certain nombre de nos valeurs, de nos choix politiques soient inscrits dans le choix. On a bien compris, Philippe Mouiller, très rapidement. Nous avons tout notre poids. Très rapidement, Philippe Mouiller, dans un mois, il y a le congrès des LR. Vous soutiendrez qui ? Alors moi, je suis déjà mobilisé derrière Bruno Retailleau. Voilà, donc j'ai déjà fait mon choix. Philippe Mouiller, merci Axel. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres et on se retrouve très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit du député communiste de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône et membre de la NUPS, Pierre Dharréville. Posez vos questions à Pierre Dharréville sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Philippe Mouiller. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres et il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Raphaël Bardena, première question. Le gouvernement a dévoilé mercredi 1er décembre les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration avec un titre de séjour métier en tension afin de recruter dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Gérald Darmanin a déclaré vouloir moins accueillir et mieux. Vous soutenez ce projet de loi, Philippe Mouiller ? Alors, dans l'état actuel de la présentation, dans l'état actuel des informations que nous avons, on ne peut pas soutenir ce projet de loi. Parce que notre crainte, c'est que, à travers cet argument d'avoir une immigration liée à l'emploi, que ce soit quelque part une forme de régularisation d'un certain nombre de situations. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que nous ayons le texte. Nous avons des propositions, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé au sein des Républicains et au sein du Sénat, de façon à ce que réellement, on ait cet objectif de limiter l'immigration, de faire en sorte que ceux qui doivent partir de la France partent de la France, et en même temps d'entendre le besoin des entreprises dans un rapport qui doit être clair. Nous sommes favorables à un système de vote à l'Assemblée, au Parlement. Philippe Mouiller, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Vous en pensez quoi de cette phrase ? Comment on différencie un gentil immigré d'un méchant immigré ? Non, pour moi, on n'est pas dans le débat politique. Moi, je suis un législateur, je travaille des textes de loi, et ça, c'est une phrase de communication. Mon débat n'est pas là. On doit être à la fois juste à la fois pour les Français, juste par rapport à notre capacité d'accueillir. Voilà, et donc, c'est pas un débat d'être gentil ou méchant. Aujourd'hui, on fait de la politique. Prochaine question, signée Alexis Bragard. Autre sujet. Alors sur l'électricité, Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, a déclaré récemment demander une aide du gouvernement par rapport à l'augmentation du prix de l'électricité pour le ferroviaire. Il a justement augmenté les billets de train dans sa région de 8% pour les billets et de 2% pour les amendements. Soutenez-vous cette idée d'une aide gouvernementale pour les régions ? Alors, ça peut être une belle initiative. Je vous avouerai que je n'ai pas travaillé le dossier, donc je n'ai pas les enjeux financiers en tête. Par contre, ce que je sais, c'est que si le gouvernement n'intervient pas sur le débat du prix d'électricité pour 2023, nous avons un pan entier de l'économie qui va tomber.
C'est vrai, il y a le sujet des ferroviaires, mais c'est vrai pour le nombre de PME, d'entreprises que je croise tous les jours, qu'aujourd'hui se trouve dans une situation où que s'ils restent, soumis au marché libre, à la cotation financière du marché libre, eh bien nous aurons une catastrophe économique. Donc il y a besoin d'une réaction, il y a besoin d'une intervention, il y a besoin d'un débat national, certes d'aide et de soutien, mais surtout un débat européen, parce que la non-maîtrise de l'énergie en France deviendra une catastrophe économique au-delà du ferroviaire. Ça ferait pas beaucoup de monde quand même à aider entre les régions, les entreprises, les PME, et ça ferait beaucoup d'argent encore alors qu'on vient de sortir du Covid et qu'on a déjà dépensé énormément avec le quoi qu'il en coûte. Comment on financerait toutes ces mesures ? Alors, je crois que là, on est sur une démarche un peu différente parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je vais donner l'exemple d'une entreprise de Alex qui vient d'annoncer sa mise en chômage partiel de ses salariés. Qui paye aujourd'hui ? La mise en chômage partiel, c'est l'État qui paye. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de l'État de venir soutenir des entreprises créateurs, de valeur ajoutée, créateurs de TVA, créateurs de richesse, que de faire en sorte de financer des personnes qui seront sans activité. Donc il y a un équilibre à trouver. On est sur une pente qui n'est pas favorable, mais on sait que le soutien à l'économie nous permettra de conserver des recettes financières. Le soutien à l'arrêt d'activité est catastrophique parce qu'on paye sans retour potentiel et sans avenir pour l'économie française. Philippe Mouillet, je rappelle que vous êtes face à la bande et la prochaine question de la bande est un autre sujet. Ça concerne Israël et la question vous est posée par Adrien Hardy. Benjamin Netanyahou a été réélu à la tête d'Israël. L'extrême droite revient au pouvoir. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors d'abord, moi je suis un démocrate. Donc par définition, s'il a été élu, c'est parce que c'est l'expression du souhait de la population d'Israël. J'avoue que les prises de position parfois nous interpellent et que je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, international, extrêmement tendu, je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un vrai dialogue et on peut avoir un peu d'inquiétude sur des prises de position futures, savoir si elles sont confirmées. Voilà. Je ne suis pas sûr que c'est une source de stabilité de la région. En tous les cas, c'est le choix démocratique du pays. On sait que Benjamin Netanyahou n'est pas forcément très ouvert, notamment sur la question du conflit entre Israël et la Palestine. Quelle est votre position sur cette situation ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout retrouver un vrai dialogue. On est dans une position extrêmement ferme entre, je dirais, deux situations de reconnaissance du territoire. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai débat, c'est à la fois la capacité à ce qu'on puisse reconnaître, pour moi, clairement, un État palestinien, mais en même temps qu'on puisse avoir la capacité de donner la sécurité et un vrai devenir pour l'État d'Israël. Voilà. On a un sujet d'équilibre dans lequel on bascule toujours en extrême à l'autre. Je fais partie des modérés qui pensent que le dialogue et le système médian doivent être reconnus et la communauté internationale doit participer justement à cet effort-là. Merci. Et donc aujourd'hui, ça fait partie des sujets. Merci Philippe Mouillet. Dans la bande, il y a également nos auditeurs et c'est une question de Karine du nord de la France qui vous demande si Éric Ciotti est élu à la tête des LR, vous qui soutenez Bruno Retailleau, est-ce que vous resterez chez LR puisqu'Éric Ciotti est le candidat le plus à droite ? Alors oui, je resterai chez LR parce que par définition, je suis infidèle dans mon action politique. Et je considère que si Éric Ciotti est élu, d'abord de nouveau, ce sera le choix des majoritaires, des adhérents de notre parti politique. Et je voudrais au contraire participer pour venir apporter de la modération, venir apporter mes convictions dans la construction de cette nouvelle droite. Voilà. J'ai un choix politique, celui de Bruno Retailleau, mais je suis respectueux de nos règles et à partir de là, je resterai à côté de celui qui sera choisi comme président de tout mouvement. La prochaine question, vous retrouvez Axel Rebaud et ça concerne la présidentielle de 2027. Bruno Retailleau, président de la République en 2027, Philippe Mouillet, c'est une vision qui vous paraît probable. Est-ce que vous vous battrez pour qu'elle arrive ? Alors je dirais très franchement, je n'y ai même pas pensé. Le problème, c'est pas Bruno Retailleau ou un autre candidat. Le sujet pour moi aujourd'hui, c'est que avant de parler à la présidentielle, il y a un long cheminement d'ailleurs interne à notre parti politique parce que nous devons revoir à la fois notre ligne politique, à la fois notre méthode et notre organisation. Et on voit que la situation de la France aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui, c'est de savoir qui sera le candidat ou le président de la République de demain. Mon sujet, c'est vraiment que l'on puisse participer au fait que nous puissions reconstruire la France et à travers tout ça, impulser les valeurs des Républicains en renovant notre parti politique. Philippe Mouillet, on part en Ukraine tout de suite avec une question signée Raphaël Bardena. Près de 4,5 millions d'Ukrainiens sont plongés dans le noir jeudi 2 novembre suite à des frappes russes, des attaques qui se multiplient. Est-ce que vous pensez rapidement, oui ou non, que Vladimir Poutine est capable d'utiliser l'arme nucléaire ?
Je ne sais pas quoi dire. Je pense que la faisabilité est extrêmement limitée. Mais malheureusement, je ne peux pas dire qu'avec certitude, parce que je n'ai pas les informations, je n'ai pas les données, je pense que la réaction internationale serait telle que ce serait catastrophique pour Vladimir Poutine, quels que soient les effets collatéraux de ce type de tir. Voilà, aujourd'hui, je reste plutôt optimiste dans une capacité à dire que il ne peut pas aller jusque-là. Philippe Mouillet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Face à la bande, votre rendez-vous politique. 20h28 sur MRG Hits et MRG TV. On est toujours en direct et en radio et en vidéo sur 20h l'invité. C'est désormais le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG. Notez bien dans vos calendriers. Chaque mois, nous recevons 2 invités politiques pour leur poser toutes les questions. Et toutes les questions à vous, chez vous, vous pouvez le faire avec le hashtag MRG. Et puis n'oubliez pas à la fin de 20h l'invité, notre observateur de l'actu, puisque à la fin de chaque 20h l'invité, il y a cette séquence observatoire de l'actu où un invité, un journaliste politique vient commenter l'actualité politique. Et ce soir, notre commentateur de l'actualité est le journaliste politique Jean-Michel Apathy. Avant ça, on retourne dans la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Pierre Dharréville, vous êtes député PCF et vous faites partie de la NUPS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député depuis juin 2017. C'est donc votre 2e mandat. Avant, vous étiez journaliste et sur votre site, vous indiquez que très tôt, vous écriviez des chansons, des poèmes, des articles, des critiques BD, des nouvelles, des romans, des essais, des discours. Pierre Dharréville, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Pierre Dharréville, le député RN Grégoire de Fournas, a donc été condamné vendredi à une exclusion temporaire de 15 jours de l'Assemblée nationale. C'est la condamnation la plus sévère envers un député que prévoit la Constitution. Avant tout, qu'est-ce que vous avez entendu, vous ? Je dois vous dire que je n'étais pas en séance à ce moment-là, puisque le 49.3 était passé, donc les questions d'actualité étaient isolées dans l'agenda. Donc je n'étais pas présent à ce moment-là dans l'hémicycle. Je peux pas vous dire exactement ce que j'ai entendu, puisque comme vous, je n'ai Oui, mais comme nous tous, vous avez entendu les enregistrements. Qu'est-ce que vous avez interprété, vous, des audios ? De toute façon, ce sont des propos inacceptables et profondément révoltants. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc je crois qu'il était normal qu'il soit condamné par le bureau de l'Assemblée nationale et qu'une sanction soit prise. En même temps, je suis pas complètement surpris. C'est le fond qui remonte à la surface, et je suis pas surpris d'entendre ces propos-là de la part d'extrême droite. C'est leur justement Pierre Dharréville, leur conviction politique. Pierre Dharréville, justement, Marine Le Pen n'a pas condamné ces propos à l'Assemblée. Pourquoi, à votre avis ? Oui, je sais pas, faudra lui demander à elle, parce que oui, mais sans doute que finalement ça lui pose pas tant de problèmes. Ça lui pose pas tant de problèmes que ça, visiblement. Mais ce sont des propos qui évidemment révèlent le fond xénophobe qui est celui du Rassemblement national. Voilà. Donc vous dites du Rassemblement national, selon vous, Pierre Dharréville, tous les élus du RN, ceux qui donc ne se sont pas opposés, tous les élus du RN pensent la même chose, cautionnent ces propos ? Moi, j'en sais rien. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. C'est à eux de le dire. Oui, mais je vous demande votre avis, selon vous. Moi, je parle pas à leur place. Non, parce que je constate, c'est que ces propos correspondent à une certaine idéologie qui n'est pas la mienne et qui est contraire aux valeurs de la République, c'est tout. Et donc, je crois que c'était normal qu'il y ait une condamnation de la part du bureau. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à Marine Le Pen d'exclure Grégoire de Fournas du groupe Rassemblement national ? Non, mais moi, je lui demande rien à Marine Le Pen. Marine Le Pen, je n'ai pas de relation avec elle. Je discute pas de ça avec elle. On est radicalement opposés, j'ai rien en commun avec elle. Elle fait ce qu'elle pense devoir faire et ensuite elle assume, mais c'est pas mon problème à moi. Moi, je constate les faits. Je pense qu'il y avait une condamnation nécessaire. Je constate aussi effectivement qu'elle ne les a pas condamnés, ces propos. Donc ça veut dire que ça lui pose pas tant de problèmes que ça. Alors justement, sur cette condamnation, légalement, on ne peut pas aller plus loin que cette exclusion temporaire de 15 jours. Est-ce que selon vous, il faudrait changer ça ? Il faudrait changer la Constitution pour pouvoir aller plus loin dans la condamnation ? J'en sais rien. Il y a plusieurs éléments qu'il faudrait regarder de près dans le règlement de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire d'abord les motifs qui peuvent conduire à
à ce type de sanctions? Est-ce qu'ils sont suffisamment caractérisés? Je me suis interrogé là-dessus. Ça mérite réflexion. Après la sanction, elle est relativement sévère pour ce que j'en vois. Après, est-ce qu'il faut avoir la possibilité d'aller plus loin? Peut-être, je l'exclus pas en tout cas, mais je vous avoue que ma réflexion sur ce sujet n'est pas complètement établie. Très bien, parce que justement on a Grégoire de Fournas, on le dit, qui est exclu pendant 15 jours. Vous dites c'est pas mes affaires, mais aujourd'hui on a quand même 89 députés Rassemblement National, c'est pas rien. Aujourd'hui, Grégoire de Fournas, vous appelez à ce qu'il prenne ses dispositions et qu'il démissionne ou pas? Est-ce que un député qui tient ce genre de propos, selon vous, il a sa place à l'Assemblée nationale? Je crois pas, mais il a été élu. Donc il y a un problème effectivement, mais il défend pour moi il défend des valeurs, mais comme l'ensemble du Rassemblement national, qui sont anti-liberté, anti-égalité, anti-fraternité. Donc ça pose un problème à la République. Voilà. Après, à partir de là, il a été élu au suffrage universel, donc il siège. C'est la règle démocratique. Et ensuite, selon vous, ceux qui l'ont élu justement, en sachant justement le personnage, les propos qu'il pouvait tenir, puisque ce n'est pas la première fois, selon vous, c'était un vote raciste? Non, je dirais pas ça. Je sais pas ce que les élus, les gens qui l'ont élu savaient exactement de lui. Je sais pas quel est le message exactement qu'ils ont voulu émettre. Je mélange pas les choses. Je mélange pas les électeurs avec les membres et les élus du Rassemblement national. L'affaire est beaucoup plus complexe que ça. On le voit bien, on le sait bien. Donc non, on va rester dans l'Assemblée nationale, Pierre Dharréville, mais sur un autre sujet. La majorité présidentielle a donc fait usage une 4e fois du 49.3. Est-ce qu'il y a une dérive autoritaire de la part du gouvernement aujourd'hui? C'est pas d'aujourd'hui. On a constaté au fil du premier quinquennat d'Emmanuel Macron une pratique très solitaire du pouvoir et effectivement des penchants autoritaires qui se sont exprimés de différentes façons, y compris pendant la crise Covid. Mais on a là un gouvernement qui est fragilisé et qui a décidé, contrairement à ce qu'il avait annoncé, de passer en force et de ne pas laisser la place à la discussion avec le Parlement. Or, il n'a pas de majorité absolue et donc il devrait redoubler d'efforts pour essayer de nouer une discussion et admettre qu'il n'est pas légitime à faire aboutir les projets tels qu'il les entend lui tout seul et qu'il devrait prendre en compte d'autres visions des choses. Voilà. Donc, alors qui dit 4e 49.3, Pierre Dharréville dit 4e motion de censure, elle a échoué, la dernière, celle de la France Insoumise. Au fond, vous ne voulez pas vraiment qu'elle aboutisse cette motion de censure? Pourquoi? Parce que un membre justement du Parti communiste avait appelé les élus RN il y a quelques jours à ne pas voter pour la motion de censure de la NUPES. C'est qu'au fond vous n'avez pas forcément envie qu'elle aboutisse. Elle peut aboutir sans le Rassemblement national. Un jour, une motion de censure, on ne sait pas ce que deviendra la majorité, qui est déjà tiraillée. Donc la motion de censure, si vous voulez, c'est un outil qui nous permet d'affirmer notre... En tout cas, sans les voix du RN, ça va être encore plus compliqué. Donc au fond, c'est que c'est pas le but absolu de faire tomber ce gouvernement. La motion de censure, elle a d'abord une première fonction, c'est d'émettre une protestation vigoureuse contre une décision gouvernementale et effectivement de mettre en cause la légitimité du gouvernement. Donc ça, nous le faisons, que la motion de censure soit adoptée ou pas, c'est un geste que nous avons commis. Et moi, j'ai à 4 reprises voté une motion de censure pour émettre ce sentiment et cet avis. Mais donc c'est ce que vous dites, Pierre Dharréville. En fait, c'est surtout pour montrer votre position, votre contestation. Donc c'est uniquement pour défendre votre image et pas véritablement faire tomber ce gouvernement. C'est le seul outil que nous avons. Il peut conduire à la chute du gouvernement. Mais moi, je discute aussi les conditions dans lesquelles ça se fait. C'est-à-dire qu'est-ce que nous recherchons et qu'est-ce que nous disons à cette occasion-là. Moi, je n'ai rien en commun avec le Rassemblement national, vous voyez. Et donc, je vais pas tricher là-dessus. Il y a rien en commun entre nous, il y a pas de projet commun, il y a pas de voilà. Donc il y a quand même un projet, c'est celui tout de même de faire tomber ce gouvernement. Vous dites avec le Rassemblement national, on ne veut pas mettre toutes les chances de notre côté en tout cas. Non, absolument pas. Si vous voulez, la question c'est quelle est l'alternative. Il n'y a pas d'alternative qui rassemble la NUP, le Parti communiste et le Rassemblement national. Ça n'existera jamais. Voilà, donc c'est très clair et moi je triche pas avec ça. Pierre Dharréville, le message est passé, merci. Je rappelle que vous êtes député PCF de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Et dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, vous allez retrouver Jean-Michel Apathy qui ce soir est notre observateur de l'actu. Avant ça, il est grand temps de retrouver la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique.
Pierre Dharréville, vous allez faire face à la bande. Elle est composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardona. Et je rappelle que vous êtes député PCF. Adrien, une première question qui concerne le nucléaire. Vous seriez prêt à voter pour un projet de loi de la majorité politique en faveur du nucléaire ? Ça dépend ce qu'il y a dans ce projet. Vous voyez, c'est un projet pour dire quoi, pour faire quoi, pour créer véritablement un service public de l'énergie dans notre pays. Quel est le contexte ? Un projet sur les mêmes bases que vos propositions en matière de nucléaire. Vous seriez prêt à voter avec la majorité présidentielle ? Quel est le mix énergétique, etc. Moi, je me prononce sur les projets de la majorité, je me prononce sur le fond de ces projets. J'en ai voté peu, compte tenu de l'orientation libérale qui est la leur. Mais ce débat, j'imagine qu'on l'aura et je verrai ce qu'ils mettront sur la table. Moi, je juge pas a priori. Pierre Dharréville, la prochaine question est signée Axel Reybaud et elle concerne le SMIC. Pierre Dharréville, si demain le Rassemblement National propose une loi pour augmenter le SMIC à 2000 € brut, c'est ce que demandait Fabien Roussel, est-ce que vous voterez pour ? Le Rassemblement National ne le fera pas. Donc c'est une question qui n'a pas lieu d'être, puisqu'ils ont déjà voté contre l'augmentation du SMIC au mois de juillet. Je vois pas comment ils pourraient proposer une augmentation. On peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Oui, mais je crois pas qu'ils vont le faire. Donc, vous voyez, c'est pas le type de question que je vous pose. Pierre Dharréville, la prochaine question concerne les Républicains, votre parti, et c'est Adrien Hardy qui vous la pose. C'est plutôt le parti communiste. C'est le parti communiste, pardonnez-moi. En décembre, la présidence des Républicains aura lieu. On l'a vu dans certains pays en Europe. L'extrême droite s'est alliée à la droite pour des élections. Vous craignez que ce soit le cas en France si Éric Ciotti, par exemple, remporte la présidence ? Écoutez, c'est une crainte qu'on peut avoir parce qu'il y a des formes de porosité qui parfois se sont installées entre les forces de droite et d'extrême droite en Europe. J'ai le sentiment que pour l'instant, ça n'est pas la route choisie par les Républicains et qu'ils souhaitent rester la droite républicaine qui est leur famille politique. Mais effectivement, je suis vigilant et je regarde ce qui est en train de se passer avec beaucoup d'attention parce que je souhaite pas qu'il arrive dans notre pays ce qui est arrivé dans d'autres pays d'Europe. Pierre Dharréville, la prochaine question est signée Raphaël Bardona, elle concerne l'Ukraine. Ça fait maintenant 8 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Qu'est-ce que la France peut faire de plus pour aider le pays de Volodymyr Zelensky ? Je crois qu'il faudrait essayer de sortir de ce conflit, parce qu'on voit bien que maintenant on est rentré dans une escalade très inquiétante à la fois pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe et du monde. Et donc je pense qu'il faut se poser la question des initiatives que nous pouvons prendre pour trouver une issue. Et l'issue, elle ne sera pas dans la guerre, elle sera forcément une issue politique. Donc c'est ces questions-là, je crois, autour desquelles notre pays doit beaucoup s'interroger, essayer de formuler des propositions pour qu'on fasse respecter le droit du peuple ukrainien et qu'on puisse aller vers une solution de paix le plus rapidement possible. Est-ce que, Pierre Dharréville, vous avez peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire ? Je crois qu'on peut effectivement craindre qu'il utilise un certain nombre d'outils assez violents et celui-ci en fait partie, il l'a dit lui-même. Bon, je me dis en tout cas que ça doit nous inciter à réfléchir beaucoup à l'arme nucléaire et moi je suis pour qu'on applique le traité d'interdiction des armes nucléaires de manière multilatérale et que la France pousse pour qu'on se débarrasse de cette arme nucléaire qui est un danger pour l'ensemble de l'humanité. Pierre Dharréville, vous le savez, nos auditeurs aussi peuvent poser des questions. C'est une question de Marie-Noël de Dijon qui vous la pose sur Twitter et qui vous demande est-ce que vous pouvez dire quelque chose de négatif sur Fabien Roussel ? Pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de négatif sur Fabien je ne sais pas, c'est la question de Marie-Noël. Oui, mais moi je lui réponds par une autre question. J'ai pas de raison de faire ça, d'autant que moi je crois que nous avons à construire ensemble, avec le Parti communiste, avec l'ensemble des forces de la NUP, une alternative pour notre pays. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Et donc Fabien Roussel est parfait ? Personne n'est parfait. Ah, donc qu'est-ce qu'il a d'imparfait, ce cher monsieur ? ça... C'est privé ?
Je sais pas, c'est du non privé, non, je me permettrai pas, non privé, j'en sais rien. Non, mais vous savez qu'on a toujours un certain nombre de débats, y compris dans les formations politiques, mais c'est pas une question d'être parfait ou imparfait. La question c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble avec l'ensemble des forces de gauche. Je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle. On a commencé, il y a encore beaucoup de travail devant nous, et moi j'ai envie, en tout cas, que le Parti communiste participe à proposer une nouvelle perspective à notre pays, et je pense que Fabien Roussel y est aussi attaché que moi. Et bien justement, on va continuer avec Fabien Roussel, et c'est Axel Rebaud qui vous pose la question suivante. Justement, Fabien Roussel, à chacune de ses déclarations, il est très décrié et étonnamment, surtout par les autres membres de la NUPES. Je pense notamment à des membres de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, aussi bien des cadres que des militants. Ça vous fait quoi de voir des alliés de la NUPES dire parfois de Fabien Roussel qu'il a plus sa place au RN qu'au sein de la NUPES? C'est scandaleux. Ce sont des propos, des accusations scandaleuses. Et donc, moi, je considère que nous sommes différents, nous sommes des forces différentes au sein de la NUPES, c'est ce qui fait notre richesse. Et je crois que, vous avez décrit peut-être quelques déclarations des uns ou des autres, mais majoritairement, ce que nous souhaitons, c'est agir ensemble, construire ensemble. Nous l'avons montré à de très nombreuses reprises depuis le mois de juin dernier. Et donc, c'est sur cette voie qu'il faut continuer. Et j'appelle ceux et celles qui ont commis ces déclarations à plutôt s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais alors justement, Pierre Dharréville, un leader qui polarise autant au sein de cette alliance, est-ce que c'est vraiment le leader qu'il faut pour le Parti communiste ? C'est le leader que se sont choisis les communistes, et je pense que le Parti communiste a effectivement des choses à dire dans notre débat, il faut qu'elle puisse être entendue. Pierre Dharréville, la question suivante vous est posée par Raphaël Bardona et elle concerne la NUPES. Julien Bayou accusé d'harcèlement psychologique, Adrien Quatennens accusé de violence qu'il a reconnu sur sa compagne, Éric Coquerel qui est lui accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle. Tous ces hommes font partie de la NUPES, la même alliance que vous. Est-ce que vous êtes encore à l'aise au sein de la NUPES ? Oui, je suis à l'aise au sein de la NUPES parce que je connais son projet, et son projet, c'est un projet d'émancipation, c'est un projet qui effectivement est de lutter contre les violences faites aux femmes avec des mesures fortes, et notamment ce fameux milliard que demandent toutes les associations féministes, et je crois qu'il faut passer la surmultiplier sur cette question-là. Je viens moi-même de déposer une proposition de loi en ce sens. Voilà, je pense qu'on partage ces valeurs-là, et il faut que nous travaillions à les rendre possible et à les mettre en œuvre dans le pays. Rapidement, Pierre Dharréville, rapidement, sur Adrien Quatennens, est-ce qu'il doit rester député alors qu'il s'est mis en retrait ? On verra ce que dit le procès, ou si visiblement il y en aura un. Donc mais vous avez bien un avis. Moi, je suis pas juge. Pierre Dharréville, rapidement, vous avez bien un avis. Je suis pas juge et je me suis jamais institué un juge. Je ne sais pas. Les faits, ils vont être décrits par les protagonistes au procès. Il va y avoir des discussions. Donc ce qui fait que pour vous, il a encore sa place à l'Assemblée nationale tant qu'il n'y a pas eu de jugement. On verra ce que dit le jugement, et puis ensuite... Donc tant qu'il n'y a pas eu de jugement, j'ai bien compris qu'il avait sa place à l'Assemblée nationale. Il s'est mis en retrait pour l'instant, et il y aura un juge. Merci Pierre Dharréville. Je rappelle que vous êtes député PCF de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. C'est la fin de Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. C'est bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG, et notez bien, on est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois, et si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver le replay de cette émission en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis dans quelques instants avec nous, nous allons avoir Jean-Michel Apathy, juste le temps de le rentrer dans la machine. Voilà, je pense que ça va être bon dans quelques instants, donc c'est parti pour l'Observatoire de l'actu. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Et chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Jean-Michel Apathy. Je rappelle que vous êtes journaliste à LCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Apathy, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué sur ce mois d'octobre ? Sur le mois d'octobre, écoutez, peut-être la répétition du 49.3, par exemple, mais j'oublie peut-être d'autres événements. Vous savez, il se passait beaucoup de choses ces temps-ci. Mais disons l'usage répété du 49.3 pour permettre au gouvernement de faire passer son projet budgétaire. Et pourquoi c'est quelque chose qui vous a marqué ? Parce que c'est pas la première fois que le 49.3 est utilisé. En fait, ça me marque parce que Emmanuel Macron a réussi à se faire élire président de la République, mais il a échoué à obtenir une majorité de députés. Et donc, du coup, sa situation minoritaire à l'Assemblée nationale, on dit majorité relative, mais en fait, il est minoritaire, empêche l'État de bien fonctionner.
le Parlement ne trouve plus que des compromis boiteux pour voter des lois et les projets budgétaires sont soumis aux caprices d'amendements qui n'ont aucun sens. Et je pense que dans cette situation, Emmanuel Macron aura du mal à trouver une majorité pour la suite de ces réformes, notamment pour la réforme des retraites. La dissolution de l'Assemblée nationale ne réglerait aucun problème, parce que aucun groupe, aucune coalition et aucun parti n'est capable d'être majoritaire seul aujourd'hui. Et j'ai l'intuition, depuis le mois de juin dernier, c'est-à-dire depuis l'échec d'Emmanuel Macron, que le quinquennat n'ira pas à son terme et que nous devrons repasser par une élection présidentielle pour mettre les institutions debout. Les institutions, c'est loin de la vie quotidienne des gens, mais c'est essentiel pour la vie en société. La 3e et la 4e République en France ont été des catastrophes. La 5e République, depuis 1958, est un facteur de stabilité. Et l'échec d'Emmanuel Macron aux élections législatives de juin 2022, c'est précisément l'installation d'une instabilité politique à un moment, les crises sont tellement nombreuses et tellement graves, à un moment où nous avons un vrai besoin de stabilité de l'exécutif qui puisse décider et prendre des décisions. Jean-Michel Apathy, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une chance pour qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale ? Je pense qu'il y a vraiment une chance pour qu'il y ait une élection présidentielle anticipée. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce que je viens de vous expliquer, s'il y avait des élections législatives anticipées, aucun parti ne serait capable aujourd'hui, aucune coalition ne serait capable aujourd'hui d'avoir une majorité absolue. La dissolution de l'Assemblée ne réglera aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voter la réforme des retraites, par exemple, paraît impossible dans cette Assemblée, et il est nécessaire de voter une réforme des retraites, non pas pour les retraites elles-mêmes, mais pour dire au marché financier que la France, qui est le premier emprunteur net sur la zone euro depuis 2020, que la France gère un peu sérieusement ses comptes publics. Parce que beaucoup de gens en doutent. Nous faisons des déficits à répétition depuis 47 ans, et les gens qui nous prêtent de l'argent commencent à regarder la France un peu de travers. Et si nous ne sommes pas capables d'avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale pour voter des réformes qui nous permettront de continuer à emprunter sur les marchés financiers, nous devrons passer par une élection présidentielle anticipée. Et je crois vraiment que la gravité de la crise institutionnelle mal perçue va nous obliger à quelque chose d'aussi radical que cela. Je pense qu'il y a un vrai péril sur le second mandat d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Apathy, quelle est pour vous la personnalité politique qui était au top sur ce mois-ci ? Il n'y en a pas, vous savez. Il y en a peut-être un qui ressort un peu plus. C'est d'une médiocrité telle que non. Alors, le moins médiocre. Non, écoutez, je pense que rien n'est stabilisé actuellement. C'est tellement facile de parler fort et d'être entendu quand on est dans l'opposition que distinguer un opposant n'a pas de sens. Ce sont les gens qui sont au pouvoir qui dont on attend d'eux quelque chose d'important. Eh bien, que voulez-vous, le pouvoir taquine, donc je vois pas bien à qui décerner autre chose que des bonnets d'âne. Jean-Michel Apathy, du coup, j'ai l'impression que vous avez perdu totalement foi en la politique. C'est vrai ? Si vous avez perdu foi en la politique, vous ne faites plus confiance aux politiques aujourd'hui ? Non, c'est pas le problème. La politique, vous ne pouvez pas perdre la foi ou... Et vous ne croyez plus dans nos hommes politiques actuels ? Non, la politique, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie des sociétés. C'est inhérent à la vie sociale, la politique. Ensuite, les dirigeants actuels, comme ceux qui ont un peu précédé, ont des bilans qui sont assez mauvais, voire catastrophiques. Nous avons, je l'ai dit, des finances publiques en très mauvais état. Nous dépensons beaucoup d'argent. Le taux d'imposition est parmi les plus importants des pays d'Europe, et malgré cela, depuis 20 ans, 30 ans, les services publics périclitent, la police n'a pas assez d'argent, la justice n'a pas assez d'argent, l'hôpital n'a pas assez d'argent, l'éducation n'a pas assez d'argent. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on dise que ceux qui nous gouvernent depuis 20 ou 30 ans sont formidables, mais les résultats ne sont pas là. Si on veut exonérer les hommes politiques, il faut faire une réflexion un peu différente. Depuis 1945, les sociétés européennes ont bâti des modèles qu'elles n'arrivent plus à financer aujourd'hui. Nous n'arrivons plus, en France, mais pas seulement en France, à financer l'effort éducatif, l'effort de protection sociale, c'est-à-dire à la fois l'hôpital et la retraite, et nous avons du mal à produire suffisamment de richesses pour financer tout ça. Il y a un péril sur le modèle social que nous avons construit. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste à LCI et merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité politique. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique.
Le deuxième numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous nos invités d'être intervenus sur notre antenne. Le sénateur Les Républicains Philippe Mouillet et le député PCF Pierre Dharréville, ainsi que le journaliste politique que vous venez d'entendre, Jean-Michel Apathy, qui était notre observateur de l'actu. Merci également à la bande qui sont là chaque mois. Alexis Bragard, Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardena. Sans oublier Quentin Leport qui nous a aidé pour la préparation de cette émission. Raphaël Bardena que vous retrouverez dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. Raphaël Bardena, qu'est-ce qui va se passer ? Alors encore un gros programme ce mois-ci dans Storytelling, donc vous l'avez dit Benjamin, toute l'équipe sera là, une équipe que vous connaissez parce qu'ils sont grosso modo autour de la table, hein, voilà, on peut le dire. Et puis on a deux invités encore une fois exceptionnels. Il y a Abdelkrim Grigny qui est le procureur de Roanne, qui en fait à Roanne, si vous voulez, en fin octobre, il y a un homme s'est fait justice lui-même. Il a tout simplement passé à tabac un jeune homme de 16 ans qu'il accusait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6. C'est notre témoin du mois, tout simplement, Abdelkrim Grigny. Je vais lui demander, est-ce qu'il a peur que ce genre d'action se normalise et que les gens commencent de plus en plus à faire justice eux-mêmes. Et puis après, dans l'Open Zone, je sais que vous l'attendez tous. J'espère que vous l'avez vu sur nos différents réseaux sociaux sur MRG. Je peux le dire ? Allez-y, je vous en prie Benjamin. Jean-Pascal Lacoste. Exactement. Mais Jean-Pascal Lacoste, c'est qui ? Parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes en France, allez, on va quand même être sympa, en France, qui ne savent pas qui est Jean-Pascal Lacoste. Eh bien, expliquez-nous qui c'est, Raphaël. C'est tout simplement une star, peut-être la plus grosse star de la Star Academy 1, avec Jennifer évidemment qui l'avait remporté à l'époque. Alors en plus, sachant que la Starac a redémarré il n'y a pas très très longtemps, et bah c'était l'occasion de le recevoir. Donc voilà, on va revenir ensemble sur sa vie, sur son succès d'un coup, sur aussi son retour dans l'anonymat, parce que bah mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Jean-Pascal Lacoste. Et puis en plus, il a rencontré les candidats de la promo de cette année, donc j'espère qu'il va un peu nous révéler qui c'est qu'il apprécie, qui c'est qu'il aime pas, et tout ça, ça va se passer dans Storytelling. Donc restez bien avec nous sur MRG Hits et sur MRG TV. Et oui, tout ça c'est dans 6 minutes. Dans 6 minutes, vous êtes parti pour 3 heures de direct intégral, en direct, et je viens de le dire, sur MRG TV, mais aussi sur MRG Radio. Donc on peut faire un coucou à ceux qui nous regardent, et vous l'avez entendu, mon coucou à ceux qui nous écoutent. 3 heures de folie, c'est dans quelques instants maintenant en direct sur MRG TV et MRG Hits. Notez bien dans vos agendas que nous sommes là chaque mois en direct partout. Voilà, on va arrêter de dire nous sommes en direct. Voilà, donc votre rendez-vous politique revient le mois prochain, mais attention, sous une forme un petit peu différente, puisque le mois prochain, nous ne serons pas en direct. Je vous expliquerai juste après pourquoi, mais vous allez pouvoir quand même suivre vos séquences préférées, puisque nous allons enregistrer les séquences de Face à la bande et l'observatoire de l'actu. Voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça, mais pas en direct sur MRG Hits, mais directement sur notre chaîne YouTube et sur les différents réseaux sociaux de MRG. Et bien pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas faire de direct ? Et bien tout simplement parce que nous sommes partenaires de l'AFM Téléthon cette année comme l'année dernière, et donc nous allons faire 10 heures de direct sur MRG. En télé et en radio, avec peut-être quelques petites surprises, mais pour le moment je ne peux pas vous les donner, tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore calées. Voilà, on se dit tout ici, mais on revient en janvier en direct avec 2 nouveaux invités politiques. L'agenda politique ce sera Quentin Leport en janvier si tout va bien, et puis un nouvel observateur de l'actu dans la séquence que vous venez d'entendre qui s'appelle l'Observatoire de l'actu. Et je vous dis au revoir en musique avec Lola Stem du groupe Chef Shifters, et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de 20h l'invité, et ce sera pas en direct. Au revoir.